Et si, pendant que tout le monde parle, quelqu'un au sommet se tait volontairement? Et si ce silence, que beaucoup interprètent comme une absence, était en réalité la forme la plus maîtrisée du pouvoir? Depuis des années, une idée s'est installée, celle d'un président qu'on dit distant, effacé, presque spectateur. Mais aujourd'hui, une autre lecture surgit. Une lecture qui dérange. Une lecture qui bouscule. Une lecture qui oblige à reposer les bases. Parce que si celui que l'on croit dépasser observe tout, alors la question n'est plus de savoir s'il contrôle. La question devient, depuis quand? Bienvenue sur Radar 237. Ici, on ne se contente pas de relayer l'actualité. On la décortique. On la questionne. On va au-delà de ce qui est visible. Parce qu'au Cameroun, ce qui compte vraiment, ne se dit pas toujours à haute voix. Et quand ça commence à circuler, même discrètement, c'est rarement par hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez comprendre ce qui se joue réellement derrière les grandes décisions, les silences, et les signaux faibles. Alors prenez une seconde. Abonnez-vous. Activez la cloche. Parce que certaines informations passent vite, mais leurs conséquences, elles, durent longtemps. Depuis quelques jours, une information fait le tour des cercles politiques et diplomatiques à Yaoundé. Une information sensible. Difficile à vérifier. Mais impossible à ignorer. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, le président Paul Biya aurait confié à plusieurs diplomates une chose très simple, mais lourde de conséquences. Il serait parfaitement informé de ce que font certains acteurs majeurs du pouvoir, dans son dos. Parmi les noms évoqués, Chantal Biya et Ferdinand Ngo. Mais ce n'est pas tout. Le président aurait également laissé entendre qu'il souhaite du temps pour envoyer Ngo à Kondangui. Et là, on change complètement de registre. Parce que ce n'est plus une simple rumeur de couloir. C'est une déclaration qui, si elle est avérée, redéfinit complètement la lecture du pouvoir au sommet de l'État. Est-ce une confidence sincère? Un message calculé? Ou une stratégie de communication indirecte? Dans un contexte où chaque mot compte, et où chaque silence a un sens, ces révélations ouvrent plusieurs pistes. Et c'est exactement ce que nous allons analyser. Partie 1. Un président vraiment dépassé? Et si, depuis toutes ces années, on racontait la mauvaise histoire? Depuis Yaoundé jusqu'au salon feutré des chancelleries, une idée s'est installée tranquillement dans les esprits, celle d'un président vieillissant, distant, presque effacé. Un homme que le temps aurait doucement mis à l'écart, pendant que d'autres agiraient à sa place. Cette image, beaucoup y ont cru. Certains y croient encore. Mais les révélations attribuées à Boris Berthold viennent poser une question simple, et dérangeante, et si tout cela n'était qu'une façade? Parce que dans cette nouvelle lecture, Paul Biya ne serait pas absent. Il serait silencieux. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Au Cameroun, le silence n'est jamais neutre. Il peut être stratégique. Calculé. Parfois même redoutable. Dans beaucoup de cultures politiques africaines, parler peu, ce n'est pas ne rien faire. C'est observer. C'est laisser les choses évoluer. C'est donner l'impression que le terrain est libre, alors que tout est surveillé. Et là, une image revient souvent dans les discussions, celle du vieux lion. Un lion qui ne court plus forcément derrière chaque proie. Un lion qui ne rugit pas à tout moment. Mais un lion qui regarde. Qui attend. Et qui choisit précisément quand intervenir. Si l'on suit cette logique, alors le récit d'un président dépassé pourrait bien être une erreur d'interprétation. Parce qu'après tout, dans un système où les décisions majeures continuent de porter une signature bien précise, peut-on réellement parler d'absence? Ou est-ce simplement une autre manière d'exercer le pouvoir? La question mérite d'être posée. Car il y a un élément troublant dans cette affaire. Très troublant. Selon ces révélations, le président aurait confié à des diplomates qu'il est parfaitement informé de ce que font certains de ses proches collaborateurs, dans son dos. Ce détail change tout. Cela signifie que ce qui est perçu comme un manque de contrôle pourrait en réalité être un excès de maîtrise. Observer sans intervenir immédiatement. Laisser les dynamiques internes se développer. Voir jusqu'où chacun peut aller. Et surtout, identifier clairement qui fait quoi. Dans ce type de stratégie, le temps devient une arme. On ne frappe pas vite. On frappe juste. Et parfois, on laisse même croire que rien ne se passe, jusqu'au moment où tout bascule. C'est là que le doute s'installe.
Parce que si cette lecture est la bonne, alors cela voudrait dire que certaines figures influentes évoluent depuis des années sous le regard d'un président qui sait, qui voit et qui attend. Et dans ce cas, une autre question apparaît, presque naturellement, attendre quoi exactement? Le bon moment? La bonne configuration? Ou simplement le point de non-retour? Car dans l'histoire politique du Cameroun, il existe des précédents. Des moments où des personnalités jugées intouchables ont soudainement perdu leur position. Parfois très rapidement. Parfois de manière spectaculaire. Et souvent, ces chutes semblaient imprévisibles, jusqu'à ce qu'elles arrivent. Ce qui alimente aujourd'hui toutes les spéculations, c'est cette idée que le scénario pourrait être en train de se répéter. Mais avec une différence majeure. Cette fois, le signal viendrait directement du sommet. Parce que confier ce type d'informations à des diplomates, ce n'est pas anodin. Ce ne sont pas des conversations de couloir. Ce ne sont pas des confidences faites à la légère. Les diplomates écoutent, analysent et rapportent. Alors pourquoi leur dire cela? Est-ce une simple confidence? Un moment de franchise? Ou un message soigneusement calibré pour circuler? Dans certains cercles, on penche pour la troisième option. Un message indirect. Mais clair. Une manière de dire « je sais ». Pas besoin de discours public. Pas besoin d'annonce officielle. Juste quelques mots, placés au bon endroit, pour que tout le monde comprenne. Et dans ce type de communication, le non-dit est souvent plus puissant que le reste. Parce que ceux qui sont concernés reconnaissent les signaux. Ils savent lire entre les lignes. Ils comprennent quand le vent commence à tourner. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est le contraste entre l'image publique et la perception interne du pouvoir. D'un côté, un président que certains pensent éloigné. De l'autre, un chef d'État qui, selon ses révélations, aurait une vision claire des mouvements autour de lui. Deux réalités. Deux lectures. Et peut-être, une seule vérité. Mais laquelle? C'est toute la difficulté. Parce que dans un environnement où l'information circule rarement de manière transparente, chaque indice prend une importance particulière. Chaque mot est analysé. Chaque silence aussi. Et dans ce contexte, l'idée d'un président stratège, patient, presque imprévisible, commence à prendre de l'ampleur. Ce qui amène à une réflexion plus large. Le pouvoir doit-il toujours être visible pour être réel? Ou peut-il justement être plus efficace quand il se fait discret? Dans certains cas, la discrétion n'est pas une faiblesse. C'est une méthode. Une manière de garder le contrôle, sans donner l'impression de l'exercer. Et si c'était exactement ce qui se joue ici? Un pouvoir qui ne s'expose pas, mais qui reste présent. Un pouvoir qui ne réagit pas immédiatement, mais qui enregistre tout. Un pouvoir qui ne parle pas beaucoup, mais qui, quand il parle, choisit soigneusement ses mots. Et surtout, ses moments. Car au fond, tout se résume à cela, le timing. Dans cette hypothèse, rien ne serait laissé au hasard. Chaque silence aurait une fonction. Chaque attente, une utilité. Chaque révélation, une intention. Et si c'est le cas, alors les lignes sont peut-être en train de bouger. Pas de manière visible pour l'instant. Mais suffisamment pour inquiéter certains, et intriguer beaucoup d'autres. Parce qu'au sommet de l'État, une seule certitude demeure, ce qui semble calme en surface peut cacher des mouvements bien plus profonds. Et parfois, les vraies décisions ne se voient pas venir. Elles s'annoncent, sans bruit. Ce qui nous amène naturellement à la suite. Car si cette lecture du pouvoir est correcte, alors une question devient incontournable. Que se passe-t-il pour ceux qui étaient jusqu'ici considérés comme les plus puissants dans l'ombre? Partie 2 Ngo, l'homme fort dans la ligne de mire. Dans toutes les grandes maisons, il y a toujours quelqu'un qu'on ne voit pas trop, mais que tout le monde connaît. Au Cameroun, depuis plus d'une décennie, ce rôle est souvent associé à un nom, Ferdinand Ngo. Un homme discret en apparence. Peu bavard. Rarement au devant de la scène. Mais dans les couloirs du pouvoir, son influence est décrite comme constante, solide, parfois même incontournable. Depuis 2011, il occupe un poste stratégique, secrétaire général de la présidence. Dit comme ça peut sembler administratif. Mais dans la réalité, c'est un poste clé. Un poste où passent les dossiers sensibles, les décisions importantes, les arbitrages qui font et défont les carrières. Autrement dit, un point de passage obligé. Dans beaucoup de discussions à Yaoundé,
une phrase revient souvent, presque comme un refrain, rien ne bouge sans passer quelque part. Et ce « quelque part », pour beaucoup, c'est précisément ce bureau-là. Alors forcément, avec le temps, une réputation s'installe. Celle d'un homme puissant. Très puissant. Certains vont même plus loin. Ils parlent d'un chef d'orchestre discret. Celui qui ne joue pas forcément de l'instrument, mais qui donne le tempo. Et dans un système politique où l'accès à la décision est une monnaie rare, celui qui contrôle le tempo devient naturellement une figure centrale. Mais voilà. Plus une figure est centrale, plus elle attire l'attention. Et parfois, plus elle devient exposée. Ce qui rend les récentes révélations particulièrement explosives, c'est cette idée que cet homme, longtemps perçu comme un pilier du système, pourrait aujourd'hui être dans la ligne de mire. Et pas de n'importe qui. Selon les propos rapportés par Boris Berthold, c'est le président lui-même, Paul Biya, qui aurait évoqué la possibilité de l'envoyer à Kondangui. Kondangui. Un mot simple. Mais au Cameroun, ce mot a du poids. Ce n'est pas juste une prison. C'est un symbole. Un lieu qui, au fil des années, a vu passer des noms connus. Des personnalités influentes. Des hommes que beaucoup pensaient intouchables, jusqu'au jour où ils ne l'étaient plus. Quand ce nom apparaît dans une conversation liée au pouvoir, ce n'est jamais anodin. C'est un signal. Et ici, le signal est particulièrement fort. Parce qu'il ne vient pas d'un opposant. Ni d'un analyste. Ni d'un observateur extérieur. Il viendrait, selon ses révélations, du sommet lui-même. Et là, forcément, les regards changent. Parce que si un homme aussi influent que Ferdinand Ngo peut être évoqué dans ce contexte, alors plus personne ne peut se sentir totalement à l'abri. C'est peut-être ça, le message le plus important. Pas seulement ce qui pourrait arriver, mais ce que cela signifie pour tous les autres. Dans les cercles du pouvoir, ce genre de signal est rarement ignoré. Il est analysé. Commenté. Décortiqué. Parce qu'il pose une question fondamentale, jusqu'où peut aller le pouvoir, quand il décide de se retourner sur lui-même? Et dans cette situation, un autre élément mérite attention. L'influence. Car au fil des années, Ferdinand Ngo a construit un réseau. Administratif, institutionnel, relationnel. Un réseau qui lui a permis de peser dans les décisions. D'orienter certains choix. D'exister dans un espace où tout le monde ne peut pas entrer facilement. Mais dans l'histoire politique, les réseaux ont une particularité. Ils peuvent être une force, tant que tout va bien. Mais dès que le vent tourne, ils peuvent aussi devenir une faiblesse. Parce que plus un réseau est large, plus il expose. Plus il crée d'alliances, mais aussi de tensions. Et dans un système où les équilibres sont parfois fragiles, cela peut compter. Alors aujourd'hui, une interrogation circule. Est-ce que cette influence, qui a longtemps été un atout, pourrait devenir un facteur de vulnérabilité? Est-ce que le centre de gravité du pouvoir est en train de se déplacer? Ou est-ce simplement une phase de repositionnement, comme il en existe souvent dans les sphères politiques? Difficile de trancher. Mais une chose est certaine. Le simple fait que ce nom soit aujourd'hui associé à une hypothèse aussi lourde montre que quelque chose est en train de bouger. Peut-être lentement. Peut-être discrètement. Mais suffisamment pour que les équilibres soient questionnés. Et dans ce genre de situation, il y a toujours deux lectures. La première, celle d'un système qui se régule. Qui ajuste ses propres lignes. Qui redéfinit ses priorités. La seconde, celle d'un rapport de force interne. Silencieux, mais réel. Deux lectures différentes, mais pas forcément incompatibles. Parce qu'au sommet de l'État, les décisions ne sont jamais uniquement administratives. Elles sont aussi politiques. Stratégiques. Parfois même personnelles. Et c'est là que le doute s'installe encore un peu plus. Parce que si ces révélations disent vrai, alors cela voudrait dire que même les figures les plus installées peuvent, à un moment donné, se retrouver fragilisées. Pas forcément du jour au lendemain. Mais progressivement. Par accumulation. Par observation. Par décision. Et dans ce type de dynamique, le facteur le plus imprévisible reste toujours le même, le moment choisi pour agir. Car dans l'histoire du Cameroun, certaines décisions ont surpris tout le monde. Pas parce qu'elles étaient impossibles. Mais parce qu'elles sont arrivées au moment où personne ne les attendait. Et c'est peut-être ça, le véritable enjeu ici. Pas seulement de savoir si quelque chose va se passer.
mais de comprendre quand et comment. Parce qu'en politique, le timing peut transformer une simple décision en événement majeur. Et aujourd'hui, une idée commence à circuler avec insistance. Celle d'un possible tournant. Un moment où certaines positions pourraient être redéfinies. Un moment où certains rôles pourraient changer. Un moment où ceux qui semblaient solides pourraient être mis à l'épreuve. Mais encore une fois, prudence. Ce ne sont que des révélations. Des éléments à analyser. Pas des conclusions définitives. Et dans un environnement aussi sensible, chaque information doit être prise avec recul. Mais même avec cette prudence, une réalité s'impose. Le simple fait que ces questions soient posées, change déjà la perception. Parce que dans le pouvoir, la perception compte presque autant que la réalité. Et aujourd'hui, cette perception évolue. Ce qui nous amène à une autre dimension de cette affaire. Car si un homme aussi central peut être évoqué dans ce contexte, qu'en est-il des autres figures influentes autour du pouvoir? Et surtout, comment se repositionne-t-elle face à ces signaux? Partie 3. Chantal Biya, influence, image publique et zone de tension. Dans les grandes sphères du pouvoir, il y a des rôles officiels, et puis il y a les rôles réels. Et parfois, les deux ne coïncident pas parfaitement. Quand on évoque Chantal Biya, beaucoup pensent immédiatement à ses actions sociales, à sa fondation, à son engagement dans les domaines de la santé et de l'humanitaire. Une image visible, structurée, publique. Mais dans les cercles où se prennent les décisions, une autre perception existe. Plus discrète. Moins officielle. Mais bien réelle dans les discussions. Celle d'une femme influente. Pas seulement dans le protocole. Mais dans les dynamiques du pouvoir. Et c'est précisément là que les récentes révélations viennent troubler les lignes. Selon les propos rapportés par Boris Berthold, le président Paul Biya aurait évoqué le fait d'être conscient de ce que ferait son épouse, dans son dos. Une phrase simple en apparence. Mais dans le contexte d'un État, elle devient lourde de sens. Parce qu'elle ouvre plusieurs lectures. La première est presque personnelle. Elle évoque une distance. Une forme de décalage. Peut-être même des tensions. Mais ici, on n'est pas dans une simple histoire privée. On parle du sommet de l'État. Et à ce niveau, chaque relation a une dimension politique. Chaque proximité peut devenir un levier. Chaque distance, un signal. Alors forcément, cette idée d'un président conscient d'actions menées dans son dos pose question. Pas seulement sur la relation entre deux individus. Mais sur l'équilibre du pouvoir autour d'eux. Car dans beaucoup de systèmes politiques, le rôle des premières dames dépasse largement le cadre protocolaire. Elles peuvent influencer des agendas. Soutenir des initiatives. Créer des réseaux. Parfois même, orienter certaines décisions, directement ou indirectement. Et cela, sans nécessairement apparaître dans les textes officiels. Dans le cas du Cameroun, Chantal Biya est régulièrement citée comme une figure qui compte. Pas toujours de manière visible. Mais suffisamment pour que son nom circule dans les discussions stratégiques. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement intrigante, c'est ce contraste entre visibilité publique et influence supposée. D'un côté, une image maîtrisée, centrée sur l'action sociale. De l'autre, des perceptions plus politiques, parfois évoquées à voix basse. Et au milieu de tout cela, cette déclaration attribuée au président. Qui change la lecture. Parce qu'elle suggère que certaines dynamiques pourraient se dérouler en parallèle. Sans coordination totale. Ou du moins, sans alignement parfait. Et dans un environnement où chaque mouvement peut avoir des conséquences, ce type de décalage n'est jamais anodin. Il peut être temporaire. Il peut être stratégique. Ou il peut révéler des tensions plus profondes. C'est là que la dimension satirique de la situation apparaît presque naturellement. Parce qu'au fond, le pouvoir, c'est aussi une question de perception. On montre une chose. On en vit une autre. Et parfois, ceux qui pensent maîtriser l'image, ne maîtrisent pas toujours la lecture qui en est faite. Dans les discussions informelles, certains résument cela avec une phrase simple, au sommet, chacun joue sa partition. Une partition qui n'est pas toujours écrite à plusieurs. Une partition où les harmonies existent, mais où les dissonances ne sont jamais totalement exclues. Et dans ce cas précis, la question devient presque inévitable. Est-ce que ces supposées actions dans le dos relèvent d'une stratégie personnelle? D'une initiative isolée? Ou simplement d'un fonctionnement normal dans un environnement aussi complexe?
Difficile de répondre avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que cette perception, qu'elle soit fondée ou non, a un impact. Parce que dans le pouvoir, ce que les gens croient, influence souvent ce qui se passe réellement. Et aujourd'hui, ce que beaucoup commencent à croire, c'est qu'il existe des lignes de tension. Pas forcément visibles. Pas forcément ouvertes. Mais présentes. Et dans ce type de configuration, chaque information, chaque rumeur, chaque révélation vient alimenter une dynamique. Une dynamique où les positions peuvent évoluer. Où les alliances peuvent se redéfinir. Où les équilibres peuvent changer. Sans bruit. Sans annonce officielle. Juste par ajustement progressif. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est le rôle du silence. Parce que face à ce type de révélation, l'absence de réaction publique peut elle-même devenir un message. Un silence qui peut être interprété de plusieurs manières. Comme une stratégie. Comme une prudence. Ou comme une volonté de ne pas amplifier certaines discussions. Et dans un contexte aussi sensible, ce silence peut peser autant que des déclarations. Parce qu'il laisse place à l'interprétation. À l'analyse. Et parfois, à la spéculation. Mais au-delà des interprétations, une réalité s'impose. Le simple fait que le nom de Chantal Biya soit associé à ces révélations modifie la perception du jeu politique. Parce que cela élargit le champ. On ne parle plus seulement d'administration ou de fonction officielle. On parle de relations. D'influence. De dynamiques internes. Et dans ce type de configuration, tout devient plus complexe. Plus subtil. Mais aussi plus imprévisible. Parce que contrairement aux postes officiels, les influences informelles ne suivent pas toujours des règles claires. Elles évoluent. Elles s'adaptent. Elles se renforcent ou s'affaiblissent. Et souvent, elles échappent aux analyses trop simples. C'est pourquoi cette affaire dépasse largement les individus. Elle interroge le fonctionnement même du pouvoir. Sa structure visible, et ses mécanismes invisibles. Ce qui se montre, et ce qui se joue en coulisses. Et dans ce jeu d'équilibre, une chose reste constante. Le sommet de l'État n'est jamais un espace figé. C'est un espace en mouvement. Permanent. Parfois lent. Parfois brusque. Mais toujours en évolution. Ce qui nous amène à une dernière interrogation dans cette partie. Si certaines dynamiques internes sont effectivement en train de bouger? Si certaines influences sont questionnées? Si certaines positions deviennent plus fragiles? Alors une autre question devient inévitable. Qui observe tout cela, et dans quel but? Et surtout, quel message est réellement en train d'être envoyé à l'ensemble du système? Partie 4. Un message codé aux élites? Il y a des paroles qui font du bruit, et d'autres qui voyagent en silence. Dans cette affaire, ce ne sont pas seulement les propos attribués à Paul Biya qui interpellent. C'est surtout à qui ils auraient été adressés. Des diplomates. Et là, on entre dans une autre dimension. Parce que dans le fonctionnement des États, un diplomate n'est pas un simple auditeur. Il observe, il analyse, et surtout, il transmet. Chaque mot entendu devient une information. Chaque information devient un rapport. Et chaque rapport circule. Autrement dit, parler à des diplomates, ce n'est jamais parler dans le vide. C'est parler à un canal. Un canal qui diffuse, qui amplifie, mais sans jamais faire de bruit direct. Alors une question s'impose. Pourquoi dire ce genre de choses dans ce cadre précis? Parce que ce type de confidence ne ressemble pas à une erreur. Ce n'est pas une discussion de salon. Ce n'est pas une confidence lâchée sous le coup de l'émotion. C'est une parole placée dans un circuit très particulier. Et dans ce circuit, chaque mot a une portée. Certains y voient un simple moment de franchise. D'autres parlent d'un signal. Mais dans les logiques du pouvoir, il existe une troisième lecture. Celle du message indirect. Un message qui ne vise pas seulement ceux qui écoutent, mais surtout ceux qui vont apprendre que ces mots ont été prononcés. Et là, tout change. Parce que dans ce cas, la cible n'est plus le diplomate. La cible, ce sont les acteurs du système même. Ceux qui occupent des positions clés. Ceux qui influencent. Ceux qui décident, parfois dans l'ombre. Et le message, s'il est volontaire, devient limpide. Je sais. Pas besoin de citer des noms publiquement. Pas besoin de convoquer qui que ce soit. Juste une phrase. Bien placée.
bien orienté. Et le reste suit. Dans ce type de communication, le pouvoir ne parle pas fort. Il parle juste. Et souvent, cela suffit. Ce qui rend cette hypothèse crédible pour certains observateurs, c'est la culture politique locale. Au Cameroun, au sommet de l'État, les messages ne passent pas toujours par des discours officiels. Ils passent par des signaux, des gestes, des silences, des confidences, qui ne restent jamais vraiment confidentielles. Et ceux qui sont concernés savent reconnaître ces signaux. Ils savent quand une phrase n'est pas anodine. Ils savent quand un mot change la donne. Et dans cette affaire, il y a un mot qui concentre toute l'attention. Kondangui. Ce mot ne se prononce pas à la légère. Il porte une histoire. Une symbolique. Il évoque des trajectoires qui ont basculé. Des carrières arrêtées nettes. Des réputations transformées du jour au lendemain. Alors quand ce mot est associé, même indirectement, à des figures de premier plan, le message devient difficile à ignorer. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une hypothèse. Il s'agit d'une possibilité. Et dans le pouvoir, la simple possibilité suffit parfois à provoquer des ajustements. Des repositionnements. Des silences plus prudents. Des décisions plus mesurées. Parce que chacun commence à se poser la même question. Et si c'était sérieux? Et si ce n'était pas juste une rumeur? Et si le message était réel? Dans ce type de contexte, les comportements changent rapidement. Pas forcément en public. Mais en interne. Les alliances deviennent plus prudentes. Les prises de position plus calculées. Les initiatives plus discrètes. Parce que personne ne veut se retrouver du mauvais côté au mauvais moment. Et c'est là que cette affaire prend une dimension encore plus stratégique. Parce que si ce message est volontaire, alors il ne vise pas uniquement une personne. Il vise tout un système. Il rappelle une règle simple. Dans un système fortement centralisé, il existe toujours une limite. Une ligne invisible. Et personne ne sait exactement où elle se situe, jusqu'au moment où elle est franchie. Et quand elle est franchie, les conséquences peuvent être rapides. Parfois inattendues. Et souvent irréversibles. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement intéressante, c'est cette impression de tension maîtrisée. Rien n'est officiellement annoncé. Rien n'est confirmé. Mais tout le monde observe. Tout le monde écoute. Et surtout, tout le monde interprète. Parce que dans ce genre de moment, le silence devient un terrain d'analyse. Qui parle? Qui ne parle pas? Qui agit? Qui attend? Chaque détail compte. Et pendant ce temps, une autre dynamique se met en place. Celle de l'anticipation. Certains commencent à ajuster leur position. D'autres préfèrent rester discrets. D'autres encore observent, en attendant de voir dans quel sens le vent va souffler. Parce que dans les systèmes politiques, survivre ne dépend pas seulement de la position qu'on occupe. Cela dépend aussi de la capacité à lire les signaux. Et à s'adapter à temps. C'est peut-être ça, le cœur du message. Pas seulement une mise en garde. Mais un rappel. Un rappel que le pouvoir reste concentré. Que les équilibres peuvent changer. Et que personne n'est totalement à l'abri. Même ceux qui semblent les plus installés. Mais au-delà de cette lecture stratégique, une autre question demeure. Et si ce message n'était pas seulement destiné à l'interne? Et s'il avait aussi une dimension externe? Parce que parler à des diplomates, c'est aussi parler à l'extérieur. C'est envoyer une image. Celle d'un pouvoir qui contrôle. Qui voit. Qui sait. Une manière de dire, rien ne m'échappe. Et dans un environnement international où la perception compte, ce type de message peut avoir son importance. Il rassure certains. Il intrigue d'autres. Mais surtout, il repositionne l'image du leadership. Un leadership qui n'est pas passif. Mais actif. Présent. Et attentif. Et dans ce jeu de perception, chaque détail peut peser. Ce qui nous ramène à une réalité simple. Dans le pouvoir, les mots ne sont jamais gratuits. Ils ont une fonction. Une direction. Un objectif. Et parfois, plusieurs à la fois. Alors aujourd'hui, une interrogation traverse tous les esprits. Ce que nous observons, est-ce le début de quelque chose? Ou simplement un rappel des règles du jeu? Parce que dans tous les cas, une chose est certaine.
Quand le sommet envoie un signal, même discret, il finit toujours par produire des effets. Pas immédiatement. Pas toujours de manière visible. Mais progressivement. Et souvent, au moment où on s'y attend le moins. Ce qui nous amène naturellement à la dernière étape de cette analyse. Parce qu'après les signaux, vient toujours le moment de comprendre ce qu'ils annoncent réellement. Au final, que retenir de tout cela? D'abord, une chose essentielle. Nous sommes face à des révélations. Pas à des faits officiellement confirmés. Et dans un environnement aussi sensible, la prudence reste indispensable. Mais même avec cette prudence, certaines dynamiques apparaissent. L'image d'un président passif est aujourd'hui questionnée. L'idée d'un pouvoir figé est remise en cause. Et surtout, la perception d'équilibres internes stables commence à vaciller. Ce que cette affaire met en lumière, ce n'est pas seulement des noms ou des suppositions. C'est le fonctionnement du pouvoir lui-même. Un pouvoir qui peut être discret, mais actif. Silencieux, mais attentif. Patient, mais décisif. Et dans ce type de configuration, les vrais changements ne s'annoncent pas toujours à l'avance. Ils se préparent. Ils se murmurent. Puis, parfois, ils s'imposent. La vraie question n'est donc peut-être pas de savoir si quelque chose va se passer. Mais plutôt de comprendre si ce que nous voyons aujourd'hui est déjà le début d'un basculement. Maintenant, la parole est à vous. Comment interprétez-vous ces révélations? Pensez-vous que le président Paul Biya est en train de reprendre la main, ou qu'il ne l'a jamais vraiment perdue? Selon vous, ces signaux annoncent-ils un véritable changement au sommet de l'État, ou simplement une mise en garde? Et surtout, dans un système comme celui du Cameroun, est-ce que les équilibres peuvent réellement basculer du jour au lendemain? Donnez votre analyse en commentaire. Les débats les plus intéressants commencent toujours ici. Si vous avez apprécié cette lecture en profondeur, prenez le temps de liker la vidéo. Abonnez-vous à Radar 237. Activez la cloche. Parce qu'ici, on ne se contente pas d'écouter les informations. On apprend à les comprendre.